Donc bonjour à tous, nous sommes encore dans la troisième partie de notre programme qui va de 1945 à 1980. Cette fois-ci, nous allons plutôt prêter attention aux années 70 et surtout sur le cœur des années 70 au niveau politique et économique, à savoir les crises et les réformes. Donc, je commence avec la présentation des acteurs politiques des années 1970. On va regarder les premiers ministres du Québec. Vous avez Robert Bourassa de 1970 à 1976. C'est donc le Parti libéral du Québec. Pour ce qui est de l'année 1976, ce sera René Lévesque avec le Parti québécois qui, pour la première fois, gagnera les élections. Pour ce qui est du Canada désormais, les deux premiers ministres de notre période des années 70 sont Pierre Elliott Trudeau. Alors vous voyez que c'est essentiellement le nom à retenir parce que il est là de 1968 à 1979. Je vous montre Joe Clark, mais honnêtement, personne va en ça m'étonnerait que ce soit l'examen. Mais sachez qu'il a fait 273 jours en tant que Premier ministre dans le parti opposé et finalement ça va pas marcher à cause de son budget qui va être rejeté. Les crises des années 70, c'est ce qui est le cœur de cette vidéo aujourd'hui. En effet, les années 70 commencent mal et commencent par une crise politique qu'on appelle la crise d'octobre 1970, que l'on va développer abondamment parce qu'il y a toujours des questions là-dessus. Et surtout deux crises économiques, du moins qui vont avoir des retombées économiques. Le premier choc pétrolier en 1973 et le deuxième choc pétrolier en 1979. Donc pour l'instant, je commence avec la crise politique et la crise d'octobre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je le répète, c'est vraiment un temps important pour le programme. Les premiers ministres pendant la crise, souvenez-vous que les deux vont intervenir. Bourassa va intervenir comme Premier ministre du Québec et Pierre Elliott Trudeau comme Premier ministre du Canada. Tout d'abord, je vous rappelle le contexte, c'est-à-dire que depuis les années 60, on a vu la montée du souverainisme et du néonationalisme qui est influencé par l'idée de la décolonisation. Le Québec, de plus en plus de personnes du Québec veulent devenir totalement indépendants, un pays à part entière. C'est ça le souverainisme, ça fait partie de toute la sphère du néolibéralisme. En 1968, le grand symbole de cela, c'est la création du Parti québécois, qui est modéré, qui est une voie politique qui pourrait préparer une indépendance pour le Québec avec la souveraineté association, qui est le grand principe de René Lévesque. Mais depuis 1963, il existe le Front de libération du Québec, le FLQ, qui est plus radical et qui prône des moyens violents. En effet, il s'inspire du mouvement de décolonisation, notamment des mouvements de décolonisation brutaux comme en Algérie, qui a donné une guerre contre la France pour pouvoir obtenir son indépendance. Donc le terme de libération dans le FLQ, c'est comme si on était occupé, comme si on était colonisé et que un des moyens, c'était la violence et voire même la guerre. Un des symboles qui est repris par le FLQ, c'est le vieux de 37. Alors en fait, c'est une référence à la rébellion des Patriotes de 1837, donc 130 ans auparavant. Et c'est là que le symbole va être repris sous la forme que l'on a encore aujourd'hui pour la journée des Patriotes. Vous avez même, pour montrer l'extrémisme, Pierre Vallière, qui est un des membres du FLQ, qui surnomme les Québécois dans son ouvrage les nègres blancs d'Amérique, disant que la classe ouvrière des Québécois est comme colonisée, opprimée par une espèce de bourgeoisie anglo-saxonne. Donc tout ça montre l'aspect radical du FLQ et pour ce qui est des moyens radicaux, plus de 200 attentats vont avoir lieu entre 1963 et 1970. Ces attentats sont souvent des attentats à la bombe qui visent parfois des boîtes à lettres, parfois des institutions de l'État fédéral. Des dizaines de vols sont aussi organisés pour pouvoir se munir d'armes, notamment l'attaque de l'International Fire Hawk Corporation en 1966. Donc, ces attentats ont quand même fait plus de 6 morts. Celui qui a le plus marqué les esprits, le grand coup d'éclat, c'est à la Bourse de Montréal, qui est le cœur économique de
du Canada. À Montréal, c'est la grande bourse à l'époque au niveau économique pour tout le Canada et pour le Québec, bien évidemment. Une bombe y explose, fait 27 blessés, ça fait 1 million de dollars de dégâts, donc vraiment le FLQ fait beaucoup parler de lui pendant ces années 60. Et face à la violence et aux morts ainsi qu'aux dommages, il y a eu l'arrestation de plus de 25 membres, dont notamment en 1969 Pierre-Paul Geoffroy, qui va être condamné à 124 peines d'emprisonnement, 25 ans en plus. C'est un record dans le droit, jamais personne n'a été condamné à autant de peine en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le FLQ en 1970? Le 5 octobre 1970, c'est l'enlèvement de Richard Cross, qui est un diplomate britannique qui est enlevé chez lui. L'otage est donc enlevé par le FLQ et ce que dit le FLQ, c'est que dans 5 jours après cet enlèvement, il sera exécuté si les demandes ne sont pas accordées. Quelles sont ces demandes? Les demandes du FLQ, c'est tout d'abord 500 000 $ de rançon, la libération des 25 membres prisonniers du FLQ, et la lecture à Radio-Canada de leur manifeste. Alors le manifeste, c'est comme un texte qui explique c'est quoi le FLQ, c'est une espèce de promotion du mouvement du FLQ là, pour le faire connaître dans tout le Canada et pour promouvoir ses idées. Et aussi s'assurer que tous les membres du FLQ qui ont participé à la prise d'otages pourront échapper à la justice en pouvant s'exiler à Cuba avec l'accord donc des gouvernements. Là-dessus, le gouvernement provincial et fédéral vont travailler main dans la main. Pierre Elliott Trudeau annonce clairement qu'au départ, il n'interviendra pas dans la crise d'octobre, sauf à demande du provincial. La seule chose qu'il fait, c'est que bien évidemment, les deux sont d'accord sur ce fait qu'on ne paye pas la rançon, on libère pas les prisonniers. Mais Trudeau est d'accord pour qu'on lise à Radio-Canada à une heure de grande écoute le 8 octobre le manifeste du FLQ, ce qui sera donc fait. Puis bon, c'est normal que ce soit le Premier ministre du Canada qui le fasse, puisque Radio-Canada, c'est une institution fédérale. Et au niveau provincial, Robert Bourassa dit d'accord, ceux qui ont participé à la prise d'otage de James Richard Cross pourront s'exiler à Cuba, je ferme les yeux là-dessus, mais à une condition, c'est qu'ils libèrent leur otage sain et sauf. Alors, là-dessus, le FLQ fait une petite avancée aussi. La cellule qui a enlevé, parce que c'est une cellule, c'est-à-dire que c'est juste quelques personnes, c'est assez autonome comme mode de fonctionnement. Les quelques personnes qui ont enlevé Richard James Cross et qui s'appelle la cellule Libération, disent bon bah comme vous avez fait quand même la moitié de nos demandes, on suspend l'exécution de Cross, puis il va être en attente, on la repousse un peu. Cependant, le FLQ surenchérit, il y a une autre cellule qu'on va appeler la cellule Chenier, qui procède à un deuxième enlèvement d'une personne politique, mais cette fois-ci c'est le ministre québécois du Travail, qui se nomme Pierre Laporte, et qui est enlevé chez lui alors qu'il jouait sur la pelouse en face de chez lui avec son neveu. La réaction du gouvernement. Là, Robert Bourassa se dit dépassé, puis demande l'aide au fédéral, c'est-à-dire à Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau décide de montrer une réelle fermeté dans cette crise et notamment à un journaliste qui dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Il répond cette phrase qui est un peu pleine de morgue, Just watch me ». Donc, il y a un phénomène d'escalade du fédéral. En effet, le 15 octobre, Pierre Elliott Trudeau déclenche la loi sur les mesures de guerre. Je vous rappelle que les mesures de guerre, c'est normalement en temps de guerre. Ça avait été utilisé pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est la première fois en 1970, le 15 octobre, que les lois sur les mesures de guerre sont déclenchées en temps de paix. 1000 soldats sont envoyés dans la ville de Montréal. C'est aussi, avec la loi sur les mesures de guerre, la suspension des droits civils, c'est-à-dire qu'on peut arrêter n'importe qui sans mandat, et plus de 500 personnes vont être arrêtées, pas forcément des membres du FLQ, là on ratisse très très large, ça va être des gens dont on sait qu'ils sont plutôt des indépendantistes, des syndicalistes, des artistes, des intellectuels engagés. Donc 500 personnes arrêtées. Comment la crise se finit ?
Eh bien, malheureusement, le 18 octobre, Pierre Laporte est retrouvé mort dans un coffre de voiture et James Richard Cross va être libéré, lui, en décembre, sain et sauf. Pour ceux qui ont été les preneurs d'otages de Pierre Laporte, ils seront arrêtés le 28 décembre, une fois qu'on est sûr que Cross est libéré sain et sauf, et ils vont être arrêtés et mis en prison. Pour ce qui est des preneurs d'otages de Cross, eux vont être... on va les laisser prendre l'avion pour s'exiler à Cuba le 8 décembre, après la libération du 8 décembre. La fin des mesures de guerre, c'est le 4 janvier 1971, donc les soldats sont rappelés, là, ils ne sont plus à Montréal. Et le 31 mars 1971, le fédéral donne 30 000 $ de dédommagement pour les gens qui avaient été injustement arrêtés pendant la grande rafle des 500 personnes en octobre. Les conséquences politiques de cette crise pour le Québec et le Canada, elles sont importantes. En effet, beaucoup de Québécois ont été déçus du fédéral et trouvent que la crise a été mal gérée, notamment la mort de Pierre Laporte a beaucoup choqué. Donc, Trudeau perd un peu des plumes et est moins bien vu. Là, le fédéral perd des plumes et beaucoup de gens se disent que finalement, l'avenir pour le Québec, c'est vraiment le souverainisme. Donc, ça va permettre à René Lévesque d'avoir plus de succès, à la fois parce que les Québécois se disent finalement on n'a rien à attendre du fédéral, la solution c'est vraiment de devenir indépendant. Et la deuxième chose, c'est que au moins lui, René Lévesque, il propose une indépendance mais de façon pacifique, ça plaît beaucoup aux gens. Pour ce qui est des crises économiques, voici une présentation des chocs pétroliers. Tout d'abord, je vous rappelle le contexte. C'est important de comprendre que depuis la deuxième phase industrielle, qui a son apogée vers les années 1950, les deux énergies principales, c'est l'électricité et le pétrole. Le pétrole, il sert pour les moteurs d'usine, pour alimenter les machines, il sert pour le transport à grande échelle, mais aussi pour le transport des particuliers qui vivent en banlieue, qui doivent prendre la voiture pour aller travailler. Beaucoup de gens encore se chauffent au pétrole et le pétrole est aussi une matière première, notamment pour réaliser certains plastiques. Qui produit le pétrole? En 1971, le premier exportateur de pétrole, c'était les États-Unis, c'était aussi le premier producteur, mais la consommation de pétrole ne cesse d'augmenter et elle est telle qu'en 1971, il y a une pénurie. Le pétrole américain ne suffit pas pour alimenter les États-Unis et le Canada. Par conséquent, il a recours au pétrole qui vient du golfe Persique. Le golfe Persique, c'est cet espace de mer que vous voyez là, qui en fait est entouré de grands pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite notamment, l'Irak et l'Iran, pour ne citer que, mais il y a aussi le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman. Donc, le problème, c'est qu'en 1973, il éclate une guerre en Israël qu'on appelle la guerre du Kippour. Des pays arabo-musulmans attaquent Israël le jour du Grand Pardon, le jour du Yom Kippour. Et Israël va gagner, mais Israël gagne grâce à l'aide américaine, parce que il lui envoie essentiellement des armes. Par conséquent, pour contester cette aide américaine, beaucoup d'États arabo-musulmans vont se dire mais c'est pas juste que finalement les Américains aident Israël et ils disent puisque c'est comme ça, on va punir un peu les Américains en augmentant, en diminuant notre production de pétrole. Et puis là c'est un principe mathématique, s'il y a moins de pétrole disponible alors qu'il est toujours autant en demande, c'est la loi de l'offre et la demande, les prix augmentent. Le pétrole, souvent, c'est calculé en barils. Un baril, c'est 42 gallons, c'est-à-dire 149 litres. En 1973, quand on achetait un baril de pétrole, ça représentait 2,53 $ US, c'est toujours acheté en US. Et après la crise, le prix a plus que quadruplé, il est à 11,65 $ le baril. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un prix multiplié par 4, quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles sont essentiellement économiques. C'est tout d'abord le ralentissement de la croissance économique. On se souvient, depuis 1945, on avait ce qu'on appelait les 30 glorieuses, une croissance économique incroyable, l'augmentation du pouvoir d'achat, tout allait bien en économie. Et là, c'est le ralentissement brutal de cette croissance.
Pour les entreprises, parce qu'elles voient l'augmentation de leurs frais de fonctionnement, des matières premières, du prix du transport, donc elles vont augmenter leur prix. Si les entreprises augmentent leur prix, pour les particuliers, ça fait de l'inflation sur les produits. En plus de ça, les particuliers qui ont des voitures, le prix du carburant augmente, le prix du chauffage des maisons augmente, ce qui fait que ils peuvent s'acheter moins de choses, donc c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et une baisse du pouvoir d'achat, ça provoque pas automatiquement ici une crise économique, parce qu'il n'y a pas de licenciement massif plus qu'il faut, mais ça fait une récession, c'est-à-dire que les gens dépensent moins, donc les entreprises vendent moins, donc on a la fin de la croissance, tout simplement. Les gouvernements, je vous rappelle qu'on a une période d'interventionnisme en économie. Les gouvernements décident donc d'agir. Au niveau fédéral, il faut trouver du pétrole et on va se pencher notamment sur le cas de l'Alberta. En 1975, on crée une société d'État fédérale qui est Petro-Canada et une loi anti-inflation qui limite l'augmentation des salaires et des prix pour éviter que l'inflation soit trop importante et que là, on n'arrive plus à s'y retrouver. Au niveau du provincial, Robert Bourassa se dit, puisque le pétrole, on commence à en manquer, autant développer l'autre énergie dont on a besoin, à savoir l'électricité. Or, au Québec, on a un potentiel hydroélectrique absolument extraordinaire, donc on va lancer des nouveaux chantiers. Alors, jusqu'à présent, dans les années 60 et les années 50, on avait surtout développé le potentiel hydroélectrique de la Côte-Nord. Là, cette fois, on se tourne vers la baie James, notamment, vous voyez, en rouge, ça représente le bassin de la Grande Rivière et on va y mettre plusieurs chantiers hydroélectriques. Vous voyez par exemple Robert Bourassa qui est en train de présenter un de ces grands barrages. Donc ça, c'est la première chose. On développe le potentiel hydroélectrique pour passer du pétrole à l'électricité et en même temps, les grands chantiers, ça va stimuler l'économie. L'autre grand chantier de travaux publics pour stimuler l'économie, par exemple, c'est la création du stade olympique. En effet, Montréal a été choisi pour accueillir les Jeux olympiques d'été en 1976 et on construit un grand stade à l'architecture extrêmement audacieuse, une fois encore, qui sera donc un des leviers pour stimuler l'économie notamment. La conclusion de ce premier choc pétrolier, c'est que vers 1976, grâce effectivement aux interventions de l'État fédéral et de l'État provincial, finalement, le Québec et le Canada ont l'impression qu'ils ont été peu touchés par ce premier choc pétrolier. Donc on a l'impression que le pire est passé. Malheureusement, en 1979, une nouvelle crise éclate cette fois en Iran. En effet, c'est une révolution portée par les gardiens de la foi et notamment l'ayatollah Khomeini. Celui-ci arrive au pouvoir, prend en otage l'ambassade américaine, ce qui va profondément marquer les Américains, et rentre en guerre avec son voisin qui est l'Irak. Or, l'Iran et l'Irak sont en guerre de 1980 à 1988. Ce sont de grands producteurs de pétrole. Ça gêne le commerce du pétrole. Donc, nouvelle augmentation, une fois encore, des prix du pétrole. C'est le deuxième choc pétrolier. Et un baril, là encore, va augmenter. Si je compare à 1973, encore une fois, 2,53 $ US le baril, donc 149 litres pour 2,53 US, alors qu'en 1979, il passera à 40 $ le baril. Donc bien évidemment, cette augmentation qui est 16 fois plus importante va durablement ralentir l'économie, mais ça c'est plutôt pour les années 80, donc pour la période suivante. Voilà, merci de m'avoir écouté.